Bien, ben, je vous propose qu'on démarre. Et donc, bonjour aux près de 250 personnes qui nous ont déjà rejoints pour ce webinaire en ligne, qui verra intervenir trois intervenants côté Négawatt, donc Marc Gédisca et Yves Marignac, qui sont tous les deux porte-parole, et Christian Couturier, qui est notre président. Donc, moi, je suis Stéphane Châtelain, le directeur de l'association. Avant de leur laisser la parole, je vais juste vous donner 2-3 infos pratiques sur le déroulement de ce webinaire et puis présenter rapidement l'association. Donc là, on est ensemble pour 1h15. Il y en a à peu près 45 minutes de présentation, d'intervention, et puis ensuite une demi-heure d'échange de questions-réponses. Vu le nombre de personnes participantes, on ne pourra pas donner la parole aux gens qui souhaitent nous poser des questions, mais vous pouvez évidemment vous poser des questions par écrit. Donc pour ça, dans la fenêtre Zoom, vous avez une petite icône QR pour questions et réponses. Vous pouvez cliquer dessus et poser votre question. Et ensuite, moi, je les ferai remonter aux intervenants. Évidemment, on ne pourra certainement pas répondre à toutes les questions. On s'en excuse par avance. Mais si du coup des questions restent non traitées, n'hésitez pas ensuite à revenir vers nous par mail. Et puis, on tâchera d'y répondre dans la mesure de nos moyens disponibles pour le faire. Vous étonnez pas aussi si votre question n'est finalement pas une question, mais plus un commentaire, voire un message de bienvenue, comme certains le font depuis le lancement de ce webinaire. Si vous voyez la mention question rejetée, c'est pas qu'elle ne nous intéresse pas, c'est juste qu'on fait le tri du coup entre les questions qu'on garde pour poser aux intervenants et celles qu'on met de côté, qui n'appellent pas forcément de réponse en direct. Donc voilà, c'est pas une manifestation de désintérêt de notre part. Donc peut-être en 2 mots pour présenter l'association Négawatt pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est une association créée depuis une vingtaine d'années, créée en 2001, avec 2 grandes activités principales. Une première dédiée à l'expertise technique, qui passe notamment par la réalisation du scénario Négawatt, qui est donc un scénario de transition énergétique pour la France. Yves, si tu peux passer à la diapo suivante. Donc le scénario Négawatt, on en est au 4e exercice, publié en 2017, qui était donc le premier scénario de neutralité carbone pour la France. Et on est en train de réaliser un 5e scénario actuellement. Donc voilà, une première activité d'expertise technique et puis une deuxième en parallèle qui est une activité de plaidoyer à l'attention des pouvoirs publics au niveau national pour essayer de voir comment on peut faire évoluer les politiques énergétiques pour répondre aux différents enjeux qui sont liés au système énergétique. Je les cite pas tous, mais il y a évidemment l'enjeu des règlements climatiques dont on va largement parler aujourd'hui. Et puis il y a les enjeux pollution de l'air, précarité énergétique, raréfaction des ressources, tensions géopolitiques et j'en passe. Donc voilà, on essaye d'englober l'ensemble de ces enjeux dans les solutions qu'on essaie de porter dans l'espace public. Donc on est constitué au sein de l'association d'un noyau de bénévoles, d'experts de l'énergie qui sont regroupés dans ce qu'on appelle la compagnie des négawatts. On a plus de 1400 membres qui nous soutiennent au niveau national. N'importe quel particulier peut devenir adhérent de l'association s'il souhaite soutenir nos travaux. Donc n'hésitez pas à le devenir si ce n'est pas déjà le cas. Ça se fait en 3 minutes sur notre site. On a une dizaine de salariés aujourd'hui dans l'équipe salariée. Et puis on a créé il y a une dizaine d'années une filiale qui est l'Institut Négawatt, qui a pour objet de mettre en œuvre sur le terrain la transition énergétique qu'on décrit dans notre scénario. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez aussi aller voir sur le site de l'Institut Négawatt pour en savoir plus. Mais il y a aujourd'hui une quinzaine de salariés également dans l'Institut. Voilà, je passe maintenant la parole à Marc pour introduire un peu ce webinaire et dire dans quel contexte on se place. Oui, bonjour tout le monde. Alors, ce webinaire, il arrive à un moment un peu particulier, on va dire, comme tous les moments, mais surtout, pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant? Alors, on est parti du constat, donc en 2018, tout le monde sait qu'il y a eu la publication du rapport spécial 1,5 degré du GIEC, qui a vraiment marqué les esprits parce qu'il a alerté sur la difficulté en fait d'aller à cet objectif-là. La COP 21 de Paris avait laissé la porte ouverte entre 1,5 degré et 2 degrés. Donc, ce rapport qui est venu quelques années après a été les travaux du GIEC, toujours sur la même méthodologie qui consiste à analyser la littérature scientifique publiée sur les différents sujets. Donc, a été publié son résumé pour décideurs, notamment, qui a été beaucoup lu, et je dirais surtout beaucoup plus lu que le rapport lui-même. En tout cas, la conclusion, et ça, je pense que tout le monde le sait, c'est l'urgence de l'action et la mobilisation de tous les acteurs avec des actions qui doivent être ambitieuses. Depuis ce temps-là, il s'est passé quelques éléments autour de ce rapport, notamment à sa sortie. Notamment, on a beaucoup entendu en France dire que le GIEC disait que
On ne peut pas se passer du nucléaire dans tous les scénarios qui respectent le 1,5 degré, un peu à l'envi. Et puis, au niveau européen, c'est peut-être moins évident en France, mais ça a quand même été assez important au niveau européen, des discussions des fois un peu controversées sur la place ou pas de la biomasse, notamment au sein des ONG et du biogaz également. Donc, c'est ces deux éléments-là qui nous ont incité à creuser le sujet. Et donc, notre réponse a été d'analyser de manière un peu plus approfondie le rapport complet et pas seulement le résumé pour décideurs, ce qui nous a pris, il faut dire, pas mal de temps parce que c'est un travail extrêmement important que le GIEC a fait, mais pour recoller les morceaux entre les différentes parties, les différentes publications, etc., c'était un travail de fourmi qui nous a pris un petit peu de temps, d'où le délai qu'on a mis, on va dire, pour arriver à publier enfin, on va bientôt publier une note, elle n'est pas encore tout à fait terminée, en tout cas à faire une conférence de presse il y a quelques jours et ce webinaire. Et notre objectif à travers ça, c'est de recentrer vraiment le débat sur le 1,5 degré autour pas seulement du changement climatique, qui évidemment est un sujet extrêmement important, central et tout ce qu'on veut, mais élargir ça à la soutenabilité. Et pour ça, il y a des raisons très précises que je vous expliquerai après. Et donc, cette réponse de Négawatt, c'est la conférence de presse, le webinaire et bientôt une publication d'une note plus précise. Slide suivant, merci. Alors, la suivante encore. Donc, cette notion de soutenabilité, nous, on s'appuie sur les Nations Unies. Le GIEC émane des Nations Unies. Et donc, on l'oublie souvent, mais quelques semaines avant la COP21, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté les 17 objectifs de développement durable, qui en fait sont une précision de la définition antérieure qui était très simple, mais qui intègre le changement climatique. Évidemment, c'est la mesure 13 que vous avez sous les yeux, mais il y en a 16 autres qui sont tout aussi importantes à prendre en compte pour les solutions, notamment à ce changement climatique. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette logique-là, ce qui nous a amené, slide suivante, à faire un travail, et d'ailleurs le rapport du GIEC, il fait référence de manière constante à beaucoup d'endroits, dans pas mal de chapitres, donc c'est pas du tout, c'est un oubli qui est vraiment, qui ne respecte pas les travaux du GIEC lui-même de ne pas parler de l'ensemble de ces objectifs-là. Donc ça nous a amené à un travail en fait d'analyse de l'analyse du GIEC des publications sur les différents sujets, et donc à élaborer cette matrice. Donc, en vertical, vous avez les 17 objectifs de développement durable. En horizontal, ce sont les actions qui sont envisageables pour combattre le changement climatique. Et donc, avec au croisement des deux, un scoring, en fait, une notation qui correspond à ce que la littérature analysée par le GIEC dit. Alors, en termes de bienfaits ou pas de différentes options, en termes aussi de fréquence de l'apparition de ces options dans la littérature et troisième élément, de plage d'incertitude ou de degré de confiance pour dire le contraire. Donc ce scoring qui a été fait de manière très précise, alors il y a un total qui apparaît dans la colonne de droite qui donne, on va dire, une sorte de note. Alors attention qu'on compare un petit peu des poireaux et des carottes, ça on en est tout à fait conscient, mais c'est quand même important de quantifier de cette manière-là ce que le GIEC dit des études qui ont été publiées. Slide suivant. Merci. Et donc, après cette matrice, ça nous a permis d'élaborer une classification des différentes actions. Donc, on a rangé en 4 grandes familles. Action sur la demande, substitution des énergies carbonées par des énergies bas carbone, la question des puits naturels, des puits de carbone naturels, et puis les puits technologiques et la géo-ingénierie, on va dire les solutions très technologiques. Et donc la largeur de chaque ligne correspond au degré de confiance dont je vous parlais, c'est-à-dire que donc les petits carrés, les petits rectangles, c'est on va dire la valeur médiane, et autour de ça, il y a des degrés, on va dire, d'incertitude ou de discussion ou de prise en compte de conditions locales qui peuvent être tout à fait importantes. Et donc, ces familles-là, on se rend compte, alors, ça y suit, enfin, voilà, qu'il y a une priorité évidente, et ça nous conforte vraiment dans notre approche depuis toujours, c'est tout ce qui est action sur la demande. C'est totalement incontournable et la littérature scientifique le confirme. Le deuxième groupe qui, à l'inverse de ça, tout au bout, on a tout ce qui est les puits technologiques, géo-ingénierie, capture, séquestration de carbone, etc. Donc des technologies très techniques, on va dire, et peu certaines, en tout cas avec des résultats qui ne sont pas bons sur l'ensemble des ODD et pour certaines d'entre elles, des incertitudes importantes. Et puis, troisième
familles, on va dire, les puits de carbone naturels, alors qui concernent essentiellement un sujet qui sera abordé par Christian Couturier tout à l'heure, c'est celui des questions d'agriculture, forêt, usage des sols, etc., avec la biomasse dedans, qui sont un peu au milieu du score, on va dire. Et on voit aussi qu'il y a des grandes plages d'incertitude sur certains sujets qui montrent que la question des conditions de mise en œuvre est tout à fait essentielle. Enfin, dernier point sur la substitution, on se rend compte qu'il y a voilà, deux familles principales qui sont un peu chacune à un bout de l'autre. Les renouvelables hors biomasse, donc essentiellement les renouvelables électriques en l'occurrence, qui ont un bon score, et de l'autre côté, le nucléaire qui lui a un mauvais score, et avec en plus un degré d'incertitude relativement faible sur la plupart des ODD, c'est même le moins bien placé si on regarde l'ensemble des familles. Donc ça va vous être détaillé tout à l'heure, mais en conclusion, on voit que les travaux du GIEC, on a vraiment intérêt à aller creuser le sujet, et on peut déjà à ce stade tirer quelques conclusions. Il n'y a pas que le changement climatique, et on voit que les renouvelables électriques ont un bien meilleur score que les autres solutions. La biomasse pose question et il faut être prudent avec, et on va vous expliquer ça. Le nucléaire, que ce soit le nucléaire actuel ou le nucléaire avancé, comme on dit, est très mal placé, et c'est même le moins bien noté de tous de toutes catégories. Voilà, donc maintenant, voilà. Je passe la parole à Yves. En sourdine, voilà, je pense que c'est mieux maintenant. Bonjour à tous. Je vais effectivement faire un premier focus sur la question que vient d'évoquer Marc, c'est-à-dire la décarbonation de l'électricité et ce que disent les trajectoires sur cette question et ce que dit le GIEC à travers l'analyse de ces trajectoires. Et c'est peut-être le premier point pour la suite de notre exposé, c'est de rappeler par rapport à ce qu'évoquait Marc que d'abord, le GIEC ne fait pas de recommandations ou de prescriptions, hein, il fait une analyse de la littérature scientifique et que quand on parle des trajectoires du GIEC, on parle en fait de quelques trajectoires, 4 trajectoires que le GIEC a plus spécifiquement utilisées dans son rapport pour décrire les options de réduction des émissions et d'atteinte de l'objectif 1,5 degré. Mais en fait, ces 4 trajectoires qui sont représentées ici, elles représentent disons, des familles parmi un ensemble de 90 scénarios au total que le GIEC a trouvé dans la littérature scientifique et qui sont conformes à l'objectif de 1,5 degré, avec quand même une nuance importante entre des objectifs, des trajectoires dites sans dépassement et des trajectoires dites avec dépassement marqué, c'est-à-dire qui sont conformes à l'objectif 1,5 degré à l'horizon 2100, mais qui passe par un réchauffement au-delà de 1,5 degré pendant le siècle avec des conséquences importantes. Et en fait, ce qui caractérise principalement ces familles, ce qui les différencie, c'est trois grands déterminants en termes de trajectoire. C'est la vitesse à laquelle les émissions sont réduites, le point auquel on passe par des émissions dites nulles ou neutres, en bilan entre les émissions réelles et les émissions négatives associées soit à des puits naturels, soit à des technologies de capture et de séquestration du carbone. Et donc, en lien avec ces deux paramètres, le niveau de recours à ces émissions négatives, le volume d'émissions négatives. Donc, c'est ça qui détermine ces 4 grandes trajectoires P1, P2, P3 et P4. Et derrière ça, il y a évidemment des combinaisons entre les différentes options que vient d'évoquer Marc, qui sont très différentes et donc des choix très différents. Et l'un des éléments déterminants dans ces choix, et en tout cas dans le débat que ça peut susciter, c'est évidemment pour la question du développement d'énergie décarbonée, les choix entre, notamment pour l'électricité, l'énergie renouvelable hors biomasse et ou le nucléaire. Et c'est là-dessus que je vais donc essayer de faire un focus. Et le premier point, c'est que à l'encontre, en quelque sorte, du discours qu'on a tendance à entendre en France sur le fait que le GIEC recommande que le nucléaire soit développé, l'image quand même qui ressort avant tout quand on considère
l'ensemble des trajectoires. Regardez les 90 trajectoires. Hein, vous avez ici la fourchette de déploiement respectivement du nucléaire et des énergies renouvelables pour l'électricité dans ces 90 scénarios. Et vous voyez qu'en réalité, dans tous les cas, le développement des renouvelables est bien plus important que celui du nucléaire, et que dans tous les scénarios, en fait, les renouvelables pèsent davantage que le nucléaire à l'horizon 2050. Ce qu'on observe aussi, c'est que autour de, la zone de déploiement du nucléaire inclut en réalité des trajectoires de baisse du nucléaire, et en fait la fourchette des 90 scénarios va d'une multiplication par 7 à une réduction qui correspond grosso modo à l'absence de toute nouvelle construction et simplement à l'étalement de la durée de vie du parc existant. Et en fait, en médiane, dans la moitié de ces 90 scénarios, la part du nucléaire baisse par rapport aux 10% que le nucléaire représente aujourd'hui dans la production d'électricité. À l'inverse, la médiane pour les renouvelables, c'est 67%. Donc, la moitié des trajectoires voit une contribution des renouvelables à la production d'électricité supérieure à 67% à l'horizon 2050. Quand on regarde maintenant les trajectoires nucléaires plus spécifiquement, donc vous avez ici cette fourchette où on remarque d'ailleurs que le point de départ de ces trajectoires à 2020, qui correspond en fait à un point calculé à partir de 2010, est en général plus élevé que la situation dans laquelle est le nucléaire aujourd'hui, parce que les projections qui ont pu être faites dans les années passées n'anticipaient pas la stagnation à laquelle est confronté aujourd'hui le nucléaire. Mais vous voyez que si on regarde les 4 trajectoires type P1, P2, P3 et P4, on a en fait deux visions extrêmement différentes. L'une qui est une vision de continuité d'un certain développement du nucléaire dans P1 et P2, mais où il n'y a pas d'accélération de ce levier, et donc on se situe plutôt dans une poursuite tendancielle, là encore, vue plutôt depuis 2010 qu'aujourd'hui, de l'évolution du nucléaire, et au contraire, 2 trajectoires, P3 et P4. P4 dont je n'ai pas précisé d'ailleurs que c'est une trajectoire, c'est parmi les 4, la trajectoire correspond à ce que le GIEC appelle un dépassement marqué, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. P3, P4 sont donc des trajectoires où un recours très important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui au nucléaire est envisagé. Quand on regarde un peu ce que veulent dire ces trajectoires en termes de nouveaux réacteurs à installer et de puissance à construire, alors, ça dépend évidemment des projections que l'on fait sur le parc existant qui apparaît ici en orange, et le parc en construction, d'ores et déjà en construction, qui apparaît en rouge. Mais on voit qu'il y a d'abord besoin, en théorie, d'avoir des nouveaux réacteurs qui pourtant ne sont pas encore en construction, qui sont mis en service dès aujourd'hui, et puis qu'il en faut de plus en plus, et qu'on est sur des visions croissantes dans P1 et P2 au-delà des rythmes qu'on a pu connaître aujourd'hui, même si ça reste des rythmes envisageables, et dans P3 et P4, dans des niveaux de développement de puissance nucléaire qui, eux, vont très, très au-delà de tout le retour d'expérience dont on dispose. Et ce point en particulier nous a alerté sur la question du réalisme en fait, des hypothèses que l'on peut trouver dans les trajectoires qu'a regardé le GIEC, et dans une volonté d'aller creuser un peu plus cette question. On a du coup fait une simulation assez détaillée sur la question du nucléaire dans la trajectoire P4, en l'approchant de 2 manières. À gauche, en essayant de trouver des hypothèses qui permettent de caler une trajectoire de production nucléaire et donc de puissance installée sur la trajectoire visée décrite dans P3, et à droite, l'application de trajectoires d'hypothèses qui nous paraissent plus réalistes
par rapport au niveau actuel de la filière et au retour d'expérience. Et donc, à gauche, on voit que pour se situer dans la trajectoire P3, il faut d'abord commencer par rattraper l'important décalage du point d'origine à 2020, ce qui revient à imaginer que de l'ordre de 170 gigawatts nouveaux peuvent être mis en service dans les 2-3 années qui viennent, en plus de ce qui est déjà en réalité en construction. Il faut ensuite imaginer des niveaux très importants de déploiement. Alors, même si on fait l'hypothèse que l'ensemble des réacteurs actuellement en service fonctionnent jusqu'à 80 ans, ce qui est le maximum envisagé, notamment aux États-Unis pour certains réacteurs, et que donc le parc actuel ne ferme pas. Vous voyez en bas sur la courbe que les nouvelles productions, les nouvelles capacités à installer sont gigantesques. En gros, il faudrait, par rapport au point de passage à 2030, être sur 20 nouveaux gigawatts par an, et par rapport à 2030-2050, être sur quelque chose comme 75 gigawatts. Quand on compare ça avec le record historique de 32 gigawatts installés en une année en 84-85, on voit qu'on est à des niveaux extrêmement élevés et pas réalistes en volume et en délai. À l'inverse, si on applique des hypothèses plus réalistes, 50 ans de durée de vie, ce qui est déjà très optimiste si on l'applique pour tout le parc existant, et des niveaux de déploiement à peu près supérieurs, mais dans le même étiage que les records historiques, eh bien, on observe sur la courbe en bas que en fait, la puissance installée à laquelle on parvient est à peine la moitié de celle visée par P3, et donc la production nucléaire dans une trajectoire comme celle-là est en fait la moitié de celle qui est visée globalement dans P3, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en ratage ou en complément nécessaire par rapport à des émissions évitées. Et donc, en fait, si on applique des hypothèses réalistes, on a une trajectoire qui s'écarte très significativement de l'objectif 1,5 degré. Donc, ce constat qu'on a fait autour des trajectoires hautes du nucléaire dans les scénarios type retenus par le GIEC nous alerte vraiment sur le caractère irréaliste en fait, de ces hypothèses. Et ça, pour finir, ça nous a amené à nous interroger sur d'autres hypothèses qui peuvent être prises en compte dans les scénarios du GIEC, et donc à considérer un peu, à essayer de comparer ce que ces hypothèses disent sur une trajectoire élevée pour le nucléaire dans P3 avec ce qu'elles peuvent dire sur d'autres trajectoires élevées pour les filières d'énergie renouvelable. Donc, j'ai rappelé ici les éléments par rapport à ce que je viens d'évoquer sur la trajectoire nucléaire P3. Donc là, on est dans une simulation où on imagine que on augmente linéairement la nouvelle capacité installée chaque année à partir de 2020 jusqu'à atteindre un certain rythme de croisière que l'on applique entre 2030 et 2050. Il faut environ 2200 gigawatts à terme de nucléaire. Ça veut dire 80 gigawatts environ à installer en rythme de croisière. Quand on compare ça avec le record historique de 32 années et qu'on prend en compte les délais de mise en œuvre de projets nucléaires, c'est absolument pas réaliste et pas atteignable vu aujourd'hui. Et donc, on s'est posé le même type de questions pour d'autres filières. On a commencé par le regarder pour l'éolien dans la trajectoire P2, et vous voyez que les niveaux de capacité envisagés, l'apport en production de l'éolien dans la trajectoire P2, qui est celle où la contribution de l'éolien est la plus élevée, est très supérieur à celui du nucléaire dans P3, d'où un changement d'échelle par rapport à la vue précédente. On est là dans des niveaux de l'ordre de 450 gigawatts à installer chaque année en rythme de croisière. C'est très supérieur au record de 64 gigawatts par an qu'on a observé pour l'éolien. On est quand même, par rapport au nucléaire, dans une dynamique plus favorable ces dernières années. Il y a un potentiel supplémentaire lié au démarrage seulement aujourd'hui de la filière de l'éolien offshore, mais on voit qu'on est
quand même dans une rupture dont le réalisme et le caractère faisable et atteignable nécessitent d'être discutés. On a, pour finir, regardé la même chose pour le photovoltaïque. Et là, la trajectoire qui fait le plus appel au solaire, c'est la trajectoire P1. On change encore d'échelle par rapport à l'éolien. On était sur un facteur 5 entre le nucléaire et l'éolien. On est encore sur un facteur 2 entre l'éolien et le photovoltaïque. Et là, on est donc sur des niveaux en termes de capacité nouvelle à installer extrêmement élevés. De l'ordre de, alors selon les critères que l'on prend, 650, 700, 750 gigawatts par an. C'est très élevé par rapport au record historique de 115 gigawatts, mais ce record historique il date de 2019 et on est sur une courbe d'accélération ces dernières années des nouvelles capacités installées photovoltaïques qui fait que cette projection, en fait, elle est beaucoup plus que pour les précédentes, dans la continuité des tendances actuelles. Donc une telle accélération n'est pas acquise, mais elle paraît faisable. Et quand on regarde les temps de mise en œuvre, aussi bien sur les projets que sur les capacités industrielles de fabrication des équipements correspondants, c'est des choses qui semblent atteignables. En conclusion sur cette partie, donc d'abord, je le rappelle, le GIEC n'est pas prescripteur, le GIEC ne recommande pas de mettre en œuvre telle ou telle option, mais analyse des trajectoires possibles et en tire un certain nombre d'enseignements sur les options envisageables. Vis-à-vis du nucléaire, les 90 scénarios qu'il considère être compatibles avec une trajectoire, avec un objectif 1,5 degré couvrent en fait une variété d'évolutions qui va d'une multiplication par 7 à un abandon progressif du nucléaire. Dans tous les cas, les renouvelables jouent un rôle beaucoup plus important que le nucléaire dans l'essentiel des scénarios. Sur le nucléaire, dans les trajectoires types, on peut vraiment distinguer deux familles. D'une part, P1 et P2, où on est sur une continuité, une forme de business as usual pour le nucléaire, dont les hypothèses sont en soi discutables, mais dont il faut noter que, en fait, c'est une contribution qui reste mineure et qui ne semble pas indispensable à l'atteinte des objectifs finaux des trajectoires. Et à l'inverse, P3 et P4, où là, un fort développement du nucléaire est un levier important, mais à un niveau qui s'avère largement hors d'atteinte au vu de la situation actuelle. En regard de ce dernier constat, l'ambition élevée de développement du photovoltaïque dans certaines trajectoires semble davantage atteignable. Celle envisagée pour l'éolien l'est peut-être, mais avec plus de réserve, et c'est un point, en tout cas de notre point de vue, qui mérite approfondissement. Ce qu'on peut retenir de tout ça au total, c'est qu'il y a dans tous les cas des limites importantes sur le déploiement d'une électricité décarbonée et que donc les enjeux associés à la mobilisation d'autres leviers sont au moins aussi essentiels et ne doivent pas être oubliés, ce qui nous amène à un focus sur la biomasse que va traiter après moi Christian Couturier. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc concernant les bioénergies, c'est un sujet qui est complexe et donc qui est souvent mal compris. Alors outre le rapport spécial sur le 1,5 degré qui a été présenté ici, utilisé dans cette présentation, on a aussi analysé dans le détail le rapport spécial sur les terres qui lui a été publié en 2019. Donc le secteur des terres englobe notamment tout ce qui concerne l'agriculture, la forêt. Il traite des questions de vulnérabilité, d'adaptation des écosystèmes agricoles et forestiers, de la déforestation, des régimes alimentaires, de la sécurité alimentaire, des bioénergies, du stockage de carbone, etc. Donc c'est un rapport qui est également volumineux, qui en taille fait à peu près le même volume que le rapport 1,5 degré. Donc on ne va pas le résumer en 10 minutes, simplement au regard des ODD, donc les différents moyens d'atténuation qui relèvent du secteur des terres et qu'on a mis ici
en exergue sur la diapo précédente sur le scoring par rapport aux EDD, ça montre surtout pour nous l'amplitude en fait des scores obtenus par la majorité des différents moyens mobilisables. Donc on voit des mesures qui ont un score très bas, mais qui peuvent aussi avoir un score très haut. Alors, par exemple, pour certains, comme si on prend l'amélioration de la gestion du bétail et du fumier, les scores sont élevés et ce n'est pas tellement une surprise parce qu'une meilleure gestion du fumier, entre autres par la méthanisation, ça va générer plusieurs co-bénéfices, des économies d'engrais, l'amélioration de la fertilisation, la diminution des pollutions des cours d'eau, un meilleur accès donc à l'eau potable. Mais pour d'autres options, le score global pour une action donnée peut être bon, voire très bon, et mauvais, voire trop mauvais. Alors, c'est moins une question d'incertitude qu'une question de choix et de mise en œuvre dans le détail des différentes solutions. Par exemple, si on prend l'exemple de la réduction de la déforestation, on s'attend bien sûr à ce qu'il y ait un impact très positif sur le climat, sur la biodiversité, mais on voit que l'amplitude est quand même assez élevée et donc on peut avoir un score qui est finalement relativement faible. Alors pourquoi? Parce que si par exemple on prend le sylvopastoralisme dans les forêts surexploitées, si on limite la surexploitation par le sylvopastoralisme, on va priver les populations locales de certaines ressources fourragères. Donc si on ne fait rien, on va dégrader les ODD 1, 2, 3, donc l'alimentation, la pauvreté, etc. Mais on peut aussi mener des politiques de substitution des ressources fourragères ou d'amélioration des troupeaux. Donc, on va plutôt avoir un bon score sur ces ODD. Donc, c'est vraiment une façon, la manière de mener des politiques qui peut faire que pour une même action, on peut avoir un scoring ODD très bas ou très élevé. Donc, les bioénergies qui sont listées ici donc sont spécifiées dans quelques actions qui sont limitées à la substitution du charbon, mais sont aussi présentes à des degrés divers dans tout ce qui est substitution par des énergies bas carbone. Donc sur la diapo suivante, donc dans les travaux publiés par le GIEC ces dernières années, alors il y a eu d'autres rapports, le rapport AR5 par exemple dont est tiré ce graphique-là, on trouve plusieurs tentatives pour estimer le potentiel durable, soutenable des bioénergies. La question des limites planétaires se pose pour l'ensemble des ressources, donc généralement les non renouvelables, tout ce qui est ressources minérales ou les métaux, etc. Mais ça se pose également pour la biomasse et pour tous les usages, que ce soit pour l'énergie ou pour l'alimentation. Donc la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le prélèvement de la biomasse d'une façon générale et pour les bioénergies en particulier. Donc aujourd'hui, les bioénergies, ça représente 1,2 milliard de tonnes équivalent pétrole, dont une bonne part, c'est de la biomasse traditionnelle utilisée avec des faibles rendements. Les fourchettes des potentiels sont vraiment très larges et évidemment le consensus diminue avec le niveau de prélèvement. Donc on a des fourchettes d'estimation qui varient entre 1 et 7 milliards de tonnes équivalent pétrole, ça peut même aller encore au-delà, même très au-delà, et donc plus les valeurs sont élevées, plus le consensus s'amenuise. Donc il est quand même encore assez large à 2,5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Il est encore assez élevé à 3,5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Et 3,5 milliards de tonnes équivalent pétrole, c'est le niveau médian des scénarios qui ont été examinés par le GIEC, les 90 scénarios dont on a parlé. Donc, on note d'après ce graphique que les cultures dédiées peuvent offrir des potentiels qui sont très importants et les scénarios qui sont analysés par le GIEC mobilisent très souvent plusieurs centaines de millions d'hectares dédiés aux bioénergies, jusqu'à un tiers des terres arables dans les scénarios les plus élevés, notamment la famille P4 qui recourt massivement à ce qu'on appelle les BECCS, donc les bioénergies avec capture et stockage du carbone, et ça dès 2030-2040, mais on en a aussi beaucoup dans les scénarios P3 et même P2. Donc pour nous, c'est encore un point d'interpellation parce que dans nos scénarios français, Négawatt et After, nous n'avons ni culture énergétique dédiée, ni BECCS, et nous avons l'intuition, mais qui reste une intuition à ce stade, qu'un scénario de type After Négawatt à l'échelle mondiale pourrait montrer
qu'il devrait être possible de produire des bioénergies sans recourir excessivement aux cultures dédiées. Sur la diapo suivante, donc le potentiel d'atténuation, de mitigation, autrement dit, donc, est très important avec le recours aux bioénergies. Et bien entendu, plus on mobilise de bioénergie, plus on a un potentiel d'atténuation élevé, mais plus les risques de générer des effets adverses est grand également, d'où la perte de consensus pour les niveaux de mobilisation les plus élevés. Donc l'enjeu, c'est d'accompagner le développement des bioénergies par des pratiques qui permettent d'offrir des co-bénéfices, par exemple qui favorisent l'adaptation, qui permettent de lutter contre la dégradation des terres, contre la désertification, etc. Le tout sans attenter à la sécurité alimentaire. Ce qui est clair à la lecture du rapport sur les terres, c'est que compte tenu de l'interdépendance de l'ensemble de ces questions, seule une approche systémique est en capacité de proposer des solutions compatibles avec les ODD. On n'ajoutera pas de façon aussi massive des bioénergies au système actuel de production et de consommation agricole et sylvicole actuel. Les travaux scientifiques, tous les résultats sont clairs. Il faut faire évoluer les régimes alimentaires vers une alimentation moins carnée, moins lactée. Il faut faire évoluer les modes de production, économiser les ressources, restaurer la biodiversité. Et c'est dans ces évolutions que les bioénergies peuvent trouver leur juste place, y compris d'ailleurs comme un moyen pour contribuer à faire évoluer le système. Donc en conclusion sur cette partie, donc, il existe un consensus assez large pour un doublement des bioénergies par rapport au niveau actuel. Dans les scénarios analysés par le GIEC, la place médiane, c'est un triplement par rapport au niveau actuel de production. Et les effets adverses peuvent être limités par un choix adéquat des solutions et par la mise en œuvre, notamment en intégrant les bioénergies dans une vision systémique de l'utilisation des terres agricoles, forestières, avec à la fois une évolution des modes de consommation et des modes de production. Donc, on va attaquer maintenant la dernière partie, qui est l'examen des 4 familles de scénarios, donc intitulées, comme on l'a vu, P1, P2, P3, P4. Donc, tout d'abord, nous avons tenté de reconstituer les bilans énergétiques des 4 familles, alors en énergie primaire, en énergie finale et par source. C'est un examen, comme l'a dit Marc, qui n'est pas si simple, parce que de façon assez surprenante, il manque beaucoup de données dans le rapport du GIEC. Certaines données doivent être lues sur les graphiques. Et donc, on a tenté de reconstituer les bilans énergétiques des 4 familles de scénarios. Donc, on arrive à une photographie qui nous paraît refléter assez correctement les travaux du GIEC. Et donc, sur le premier graphique, donc on voit par exemple pour aujourd'hui, 2010 à peu près, et pour les 4 familles, la consommation totale d'énergie primaire, donc ça c'est l'ensemble, c'est la barre complète, et en couleur, on a les consommations d'énergie finale réparties entre d'une part les combustibles et les carburants. Donc on voit aujourd'hui par exemple le poids des fossiles et de la biomasse et l'électricité d'autre part. Le pavé gris représente la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Donc, il s'agit des autoconsommations et des pertes du secteur de l'énergie, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est principalement les pertes des centrales thermiques, ainsi que les raffineries de pétrole, les pertes du réseau électrique, etc. Demain, on aura aussi dans ce pavé gris l'énergie qui sera consommée par la capture du carbone, par les différentes technologies de power to gas, dont la fabrication de l'hydrogène ou de l'ammoniac, etc. Enfin voilà, donc toutes les nouvelles technologies énergétiques qui vont apparaître d'ici 2050. Donc on voit en marron donc les combustibles, les carburants fossiles actuels. Donc c'est en grande partie le pétrole dans les transports ou le chauffage ou le gaz. On a la biomasse, on voit l'électricité nucléaire, l'hydraulique. Alors l'hydraulique, c'est compté dans le petit pavé bleu, dans un poste autre renouvelable, dans laquelle aussi il y a la géothermie, les énergies marines demain, etc. En rouge, on a l'électricité thermique autre que nucléaire, donc produite majoritairement à partir de fossiles et un peu à partir de biomasse.
Et on voit que le pavé gris correspond grosso modo à peu près 2 fois le pavé rouge. On retrouve bien le rendement de Carnot. Bon, il faut rajouter aussi les raffineries de pétrole, enfin les pertes des raffineries de pétrole, etc. Voilà, donc sur la diapo suivante, donc dans la famille P1, donc la consommation d'énergie finale est réduite d'à peu près 1/3 par rapport à aujourd'hui, ce qui fait une division par 2 par habitant en moyenne mondiale à l'échelle mondiale, donc compte tenu de la croissance démographique. Le solaire est très fortement développé, de même que l'éolien. Les fossiles sont divisés par 6 et la biomasse reste à son niveau actuel, voire légèrement inférieur à son niveau actuel. Dans les familles P2, la consommation moyenne, donc la consommation d'énergie finale stagne à peu près au niveau actuel. Ça veut dire qu'en moyenne, elle est réduite de 20% par habitant à l'échelle mondiale. L'éolien est très fortement développé, le solaire également un petit peu moins que dans P1. On garde plus de fossiles, on compense l'augmentation par rapport à P1 de la consommation d'énergie en gardant plus de fossiles et compensé en termes d'émissions de gaz à effet de serre par le recours au stockage, à la capture et au stockage du carbone. Voilà, donc dans P3, alors c'est ainsi de suite, de P1 à P4, on est sur une augmentation croissante de la demande d'énergie finale. Donc dans P4, la consommation finale augmente par rapport à aujourd'hui, donc on est à peu près au même niveau de consommation moyenne par habitant qu'actuellement. On note donc un développement important encore du solaire, de l'éolien par rapport à aujourd'hui, un développement important du nucléaire, donc c'est ce qu'a présenté Yves tout à l'heure, un développement très conséquent des bioénergies et on garde à peu près la moitié des énergies fossiles d'aujourd'hui, mais avec pour une moitié à peu près compensée également par de la capture et du stockage de carbone. Et donc sur le scénario P4, donc là on est plutôt sur une augmentation des consommations d'énergie finale par habitant, avec alors moins de fossiles que dans P3, qui est remplacé par une augmentation importante de la biomasse et la biomasse compensée presque intégralement par du stockage, de la capture et stockage du carbone. On est aussi sur un scénario avec un développement important à la fois du nucléaire, mais aussi du solaire, de l'éolien et également des autres renouvelables, et notamment l'hydraulique et la géothermie qui prennent une place également extrêmement importante. Et donc, on le voit dans chaque famille de scénarios, on mobilise des solutions dont certaines obtiennent un score assez faible au regard des différents ODD. Donc, la question qui nous est venue, c'est si on changeait les assemblages pour reconstituer une autre famille de scénarios qu'on va appeler P5, et qui viserait, alors évidemment, lui aussi à respecter le seuil des 1,5 degré, mais qui mobiliserait les solutions les mieux notées au regard des scores ODD. Donc, si on commence par la biomasse, donc, alors ce sont des estimations en grande masse, simplement on a été pioché dans les différents scénarios précédents. La biomasse, par exemple, dans le scénario P5, serait à peu près au niveau de ce qui a été mobilisé dans P3, un petit peu au-dessous. Donc, on serait à 2 milliards de tonnes équivalent pétrole en énergie finale, ce qui ferait 2,5 à 3 en énergie primaire. Donc, on reste en deçà des limites planétaires autorisées qu'on a évoquées dans la partie précédente. Ensuite, on mobilise l'éolien et le solaire qu'on va retrouver dans P2. On ajoute ensuite le potentiel des autres renouvelables, un peu d'électricité thermique. Et donc, ce qui nous permet d'assurer un niveau de consommation finale plus élevé que dans P1. Donc, je rappelle, P1, ça nécessite un effort d'une ampleur absolument considérable et rapide. Pour rappel, encore une fois, c'est une division par 2 de l'énergie finale par habitant en moyenne mondiale.
Et donc, ce scénario P5 nous conduit à une consommation primaire d'énergie au niveau mondial de environ 10 milliards de tonnes équivalent pétrole. On a essayé de regarder à quoi ça correspondrait par habitant sur la diapo suivante, en principe. Voilà. Donc, à quoi ça correspondrait par habitant. Donc, la demande en énergie finale de P5, ça pourrait correspondre, par exemple, alors c'est juste pour donner une illustration de ce que ça pourrait être. Hein. Donc, c'est une division par 3 de la consommation d'énergie primaire par personne pour le milliard d'habitants des pays les plus riches. Donc, une division par 3, c'est exactement ce qu'il y a dans le scénario de négawatts en termes d'énergie primaire. Hein. Donc, division par 3 pour le milliard d'habitants des pays les plus riches et un doublement, même exactement, une multiplication par 2,5 en énergie primaire pour le demi-milliard d'habitants des pays les plus pauvres, sachant que leur population ferait plus que doubler à l'horizon 2050. Et il faut donc rappeler que les pays les plus riches consomment par habitant 20 fois plus d'énergie que les pays les plus pauvres. L'effort à demander aux uns et aux autres, évidemment, pas le même. Donc au final, on aurait donc ce scénario P5, si on va directement à la dernière diapositive, on aurait un scénario sans fossiles, sans nucléaire, sans capture et stockage de carbone, avec un recours à la biomasse qui reste important, c'est un quart ou 30% de la consommation primaire mondiale, mais qui reste en deçà des limites planétaires. Un usage massif de l'électricité d'origine, alors principalement solaire et éolienne. Une consommation par personne qui diminue globalement de 33%, mais avec un rééquilibrage entre les plus riches et les plus pauvres. Hein. Et donc, nous pensons que ces scénarios devraient être mis en évidence au sein d'une même famille P5, que ce type de scénario obtiendrait vraisemblablement des scores ODD au regard des ODD qui seraient plus élevés que ceux qui ont été mis en exergue aujourd'hui par le GIEC, qu'il est nécessaire d'alimenter cette famille de scénarios en produisant des scénarios qui soient explicitement pilotés par une maximisation du score au regard des différents objectifs de développement durable. Et donc, il est nécessaire de produire de nouveaux scénarios et de poursuivre l'exploration de cette voie. Et merci pour votre attention. Merci Christian et Yves et Marc pour ces exposés. On va donc maintenant passer à la séance de questions-réponses. Alors, on a déjà énormément de questions. Je préviens d'ores et déjà qu'on ne pourra pas répondre à toutes celles qui ont été posées, mais on va essayer quand même de répondre à un maximum. Du coup, je vais demander aux intervenants d'apporter des réponses, si possible, assez courtes et synthétiques. Peut-être une première question sur la première partie et l'analyse au regard des ODD. Une question qui est de savoir pourquoi finalement le nucléaire obtient un score si bas, alors que dans certaines analyses de cycle de vie qu'on voit circuler, il ne pollue pas plus que d'autres énergies renouvelables. Donc voilà, pourquoi ce score si bas pour le nucléaire? Et une autre question liée aussi à cette analyse ODD qu'on a pu réaliser en termes de méthodos, on voit que certaines filières ne sont pas notées pour certains objectifs de développement durable. On n'a pas à chaque fois 16 notes par levier d'action. Du coup, comment on a traité cette absence de notation pour certains objectifs de développement durable? Peut-être sur la première question liée au nucléaire, je ne sais pas si Yves, tu veux répondre? Ouais, je peux, mais pour rester dans une réponse courte et pas aller dans le détail qui prendrait trop de temps, simplement, les objectifs du développement durable sont évidemment des objectifs pas seulement environnementaux, mais aussi des objectifs sociaux, des objectifs économiques et des objectifs de nature sociétale autour de la gouvernance, de la paix, de la justice sociale. Et donc, le constat du GIEC, parce qu'il faut bien rappeler que nous n'avons créé nous-mêmes aucune de ces notes. Ce score est celui donné dans le rapport
1,5 degré du GIEC, le constat du GIEC est que si on prend en compte l'ensemble de ces enjeux, la question de l'eau, la question de la paix, évidemment, avec la dimension militaire du nucléaire, des questions de justice sociale ou de gouvernance, le nucléaire a ce score globalement très faible, le plus faible de toutes les options considérées par le GIEC. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre sur la deuxième partie de la question, sur l'absence de notation sur certains objectifs de développement durable pour les leviers étudiés? Il me semble que là où il n'y a pas de note, c'est parce que le critère était peut-être pas pertinent, donc il n'y avait pas de note, on a considéré que c'était 0, donc c'est neutre par rapport au score global. Ok, merci. Ensuite, il y a eu plusieurs questions. Plus précisément. Ouais. Pardon, en fait, il y a 2 cas et on n'a pas mis 0, on a noté des cases vides qui correspondent soit au fait qu'il n'y ait pas d'impact identifié, qui correspondent au fait qu'il n'y ait pas d'impact identifié à travers la littérature scientifique, soit parce qu'il n'y a effectivement pas d'impact, soit parce que la littérature scientifique ne l'étudie pas. Ok, merci. Ensuite, il y a eu un certain nombre de questions qui tournaient autour qui sont reliées aux énergies renouvelables et à leur déploiement dans les trajectoires envisagées par le GIEC. Les énergies renouvelables, comme toute source d'énergie, comme toute filière de production, a des impacts en termes d'artificialisation ou d'occupation des sols, de matières premières consommées, d'acceptabilité par la population. Et puis, il y a aussi des questions liées à la variabilité de la production et donc des moyens de stockage associés, des impacts aussi biodiversité. Comment sont traités tous ces impacts dans les scénarios étudiés par le GIEC? Est-ce que le GIEC analyse ces impacts-là et quelles conséquences ça peut avoir sur la faisabilité de ce déploiement envisagé pour les énergies renouvelables? Je ne sais pas qui... Ouais. Tu veux je peux dire que c'est, encore une fois, le GIEC a fait l'analyse des publications scientifiques existantes. Il n'a rien créé lui-même. Et nous, idem, dans nos travaux. Donc, ces volumes reflètent l'état des connaissances et des analyses des observateurs et des scientifiques du monde entier. Néanmoins, c'est un travail qui reste à faire. Évidemment, aucune source de production d'énergie n'a zéro impact. Mais il y a quand même aujourd'hui, en tout cas, des réponses qui sortent des travaux du GIEC, pour l'instant en tout cas. Par exemple, sur les questions de l'intermittence, on a des travaux qui sont extrêmement intéressants en ce moment. Par exemple, piloté par RTE, qui a fait un travail de scénarisation 2050 d'un système électrique qui serait 100% renouvelable, fait référence à des travaux dans le cadre de programmes européens qui sont tout à fait intéressants sur la capacité des technologies aujourd'hui existantes, sans penser à des ruptures technologiques, de faire fonctionner des systèmes électriques. Alors, c'est à l'échelle européenne, mais ça vaut, je pense, la physique à peu près pour le monde entier, avec des moyens de faire fonctionner des systèmes comme ça. Sur les questions d'acceptabilité et de place, il y a largement assez de place, physiquement en tout cas. Et après, effectivement, les questions d'acceptabilité doivent être traitées. Mais je pense que l'acceptabilité d'un scénario à 3, 4, 5 degrés d'augmentation de la température moyenne doit aussi être mis en regard. Et là, ce n'est pas à Négawatt d'apporter les réponses définitives. Nous, on ne fait que, dans le cadre de ces travaux, reprendre ce qui est, on va dire, l'état de la connaissance, mais effectivement, ça pose des questions sociétales extrêmement importantes. Je considère aussi qu'il n'y a pas que les renouvelables, le nucléaire aussi pose ce type de questions. Une généralisation de centrales nucléaires dans tout un tas de dictatures ou quasi-dictatures aujourd'hui pose question. Je rappelle que la France avait vendu une centrale nucléaire à un certain Saddam Hussein et que c'est Israël qui a dû la bombarder pour pas qu'elle soit en service. Donc voilà, ces questions sont tout à fait importantes, doivent être prises en compte. Nous, on a juste à ce stade-là reflété ce qu'on a vu dans les vrais travaux du GIEC pour rectifier un certain nombre d'affirmations très rapidement dites du type le GIEC nous dit qu'il faut absolument du nucléaire, ce qui est factuellement complètement faux. Alors,
Pour compléter sur les questions liées à la biodiversité, à l'usage des terres, etc. Donc il y a l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui travaille aussi de plus en plus avec les GIEC. Les principaux facteurs de dégradation de la biodiversité, c'est la perte d'habitat, c'est l'exploitation des terres. Et l'occupation de l'espace par des énergies renouvelables, c'est marginal par rapport à l'extension de l'agriculture, par rapport à la déforestation, etc. Donc c'est vraiment à remettre dans une vision globale. Et quand on regarde le rapport sur les terres, clairement, ce qui ressort pour nous, c'est bien que c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment une vision systémique de l'usage des terres qu'il faut regarder. Là-dedans, l'occupation d'espace par des moyens de production d'énergie renouvelable, c'est vraiment pas le problème par rapport à l'occupation des terres pour l'extension des élevages notamment, etc. Merci. Il y a ensuite, puisqu'on parle un petit peu de biomasse, de bioénergie, une question qui est alors peut-être plus liée au contexte français et européen, encore que, comment expliquer un petit peu les divergences qu'il peut y avoir, notamment au sein des acteurs associatifs, sur le déploiement qu'on peut envisager au niveau de la biomasse. Voilà, certains acteurs sont assez fermement opposés à un déploiement important de la biomasse. Comment expliquer ces divergences en termes de positionnement, Christian? Alors, sur la biomasse, alors le sujet est complexe, mais fondamentalement, il y a deux façons de voir les choses. Il y a, soit on arrive à mobiliser de bioénergie dans les itinéraires qui permettent de respecter, voire améliorer la biodiversité, améliorer le processus agricole d'une façon générale. Même chose pour la forêt. Soit on ne tient pas compte du système et on va rajouter des productions de biomasse dédiées à l'énergie, alors qui vont soit se rajouter aux productions agricoles actuelles, donc on va mobiliser encore plus de terres, soit prendre la place des productions actuelles, et donc on peut impacter la sécurité alimentaire au niveau mondial. Donc encore une fois, c'est pour ça que ça pose la question des modes de consommation et des modes de production. Donc, on n'a pas, nous, travaillé à l'échelle mondiale, mais on a travaillé à l'échelle nationale. Et en France, par exemple, nos travaux qu'on a menés à Solagro avec After montrent que en réduisant la consommation de produits d'origine animale, viande et lait, en modifiant les modes de consommation, on peut diviser, donc à la fois assurer la sécurité alimentaire du pays, continuer à participer à la sécurité alimentaire au niveau mondial, restaurer la biodiversité, réduire les impacts globaux de l'agriculture, à la fois sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'intrants, de phytosanitaires, de pollution des eaux, de l'air, etc. Donc, on arrive à imaginer des systèmes qui respectent l'ensemble de ces critères. Mais ça ne se fait pas sans déplacer les lignes. Et donc, la question, c'est les arbitrages. Donc, s'il n'y a pas d'arbitrage qui sont faits aujourd'hui, c'est-à-dire que si on rajoute les bioénergies en plus des besoins actuels de consommation alimentaire, etc., mais évidemment, on va augmenter la pression sur les écosystèmes. Et donc, il y a une mesure qui est assez simple, c'est la quantité de biomasse prélevée par l'humanité sur les écosystèmes. Si cette quantité de biomasse n'est pas diminuée, c'est le principal facteur d'atteinte à la biodiversité, et donc c'est un facteur de déforestation, de dégradation des sols, etc. Voilà, donc, mais ça, c'est des itinéraires de production de bioénergie qui s'insèrent dans une vision d'ensemble. On a des idées assez précises de ce qu'on peut faire, au moins nous en France et en Europe. Merci Christian. Une autre question, même plusieurs questions reliées aux objectifs 1,5 ou 2 degrés. Certains participants notent que les objectifs 1,5 degrés sont quasiment plus atteignables et le 2 degrés ne l'est presque plus aussi, enfin en tout cas selon eux. Du coup, pourquoi se concentrer sur des analyses de trajectoire 1,5 degrés dans la mesure où voilà, on est presque déjà en passe de dépasser ces objectifs-là?
Disons que qu'on n'atteigne ou pas l'objectif des 1,5 degré, après il y aura l'objectif des 2 degrés, et dans quelques années, si on n'a pas tout mis en œuvre pour y arriver, on nous parlera d'un objectif à 2,5 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés, à 5 degrés. Donc chaque dixième de degré compte aujourd'hui, hein. Donc il ne faut surtout pas lâcher sur les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut rajouter des politiques ambitieuses d'adaptation, de réduction des vulnérabilités. Et donc, il faut jouer sur tous les fronts à la fois. Là, l'exercice du GIEC a montré quand même, et c'est Jean Jouzel en personne qui nous alertait là-dessus, il n'était pas convaincu du fait qu'un demi-degré de plus ou de moins entre 1,5 degré et 2 degrés, c'était si grave. Finalement, si, c'est grave. Un demi-degré en plus, c'est grave. Les écosystèmes, aujourd'hui, on l'a bien vu, même en France, qui fera partie des pays qui seront vraiment directement impactés par le changement climatique pour tout ce qui concerne l'agriculture et la forêt. Un demi-degré en plus ou en moins, ça fait quand même beaucoup de différence. Donc, pour nous, c'est vraiment important de mettre en œuvre les moyens qui permettront de limiter au maximum. Alors après, qu'on soit 1 degré ou demi ou 2 degrés, on ne fait pas de la prévision. On dit simplement, et tous ces travaux-là disent, si on veut tenir ces objectifs, voilà quelles sont les trajectoires possibles. C'est, sans redire ce que Christian vient de dire très bien et en le partageant totalement, c'est aussi pour ça que cette analyse sur la base de trajectoires permettant d'atteindre le 1,5 degré est importante pour bien identifier dans les leviers d'action que pointent ces trajectoires et la manière dont elles les combinent, où sont les plus grands leviers d'action mobilisables le plus vite, où sont au contraire les limites de faisabilité et où sont les gains et les bénéfices à attendre du point de vue des objectifs de développement durable dans leur ensemble ou pas. Donc, que les trajectoires que l'on discute ici sur la base du GIEC soient très difficiles à atteindre, voire ne soient plus possibles à atteindre, n'enlève rien, effectivement, aussi bien du point de vue climatique que du point de vue de l'ensemble des impacts, à la nécessité d'actionner le plus vite possible les leviers qui sont les plus susceptibles d'apporter des bénéfices sur tous ces plans. Merci. Alors, si justement on essaye d'apporter des réponses à ces enjeux, notamment aux enjeux climatiques, on sait que la réponse, elle sera forcément systémique. On ne peut pas se contenter d'une réponse sur un secteur ou une filière donnée. Il faut vraiment apporter une réponse systémique. Or, aujourd'hui, les différentes organisations, qu'elles soient internationales ou nationales, les gouvernements ne fonctionnent pas forcément de manière systémique. Du coup, comment faire en sorte que ces institutions acceptent des programmes systémiques alors qu'aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas forcément de cette manière-là? Vaste question. Alors... non, mais je pense qu'on peut apporter différents éclairages à ça. Un éclairage qu'on peut apporter sur la base de ce décryptage que l'on propose là, mais dans la continuité de l'effort qu'a fait le GIEC justement sur l'analyse croisée des options de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec l'ensemble des objectifs de développement durable, c'est à minima de faire en sorte que chaque institution dans son champ d'action développe cette capacité d'analyse systémique et pour cela que les travaux, notamment scientifiques ou d'expertise, qui nourrissent le travail de ces institutions, développent eux-mêmes cette approche systémique. C'est aussi pour ça qu'on met cette nécessité de croiser les enjeux en avant. Et peut-être en lien avec la question qui était posée tout à l'heure, est-ce que le GIEC a regardé l'impact vis-à-vis des différents objectifs, des différents scénarios? Il l'a fait un peu dans son rapport, mais pas beaucoup, pour une raison de départ assez simple, qui est que assez peu de scénarios qu'il a regardés intègrent même en fait dans leur description des trajectoires cette vision systémique. C'est essentiellement des scénarios très centrés sur le système énergétique, sans couvrir le reste. Donc c'est à la fois dans les travaux, dans le travail des institutions et évidemment dans l'utilisation que peuvent en faire les différents acteurs. On parlait des ONG tout à l'heure, les gouvernements, les entreprises,
qu'il faut développer à tous les niveaux cette capacité de prise en compte systémique. Merci Yves. Une question plutôt sur l'aspect réduction des consommations. On a beaucoup parlé là aujourd'hui de production d'énergie et en comparant différentes filières et la place de ces filières dans les trajectoires P1 à P4. Finalement, on a assez peu regardé la question de la réduction des consommations, que ce soit par les leviers de sobriété ou d'efficacité, même si on a vu que dans l'analyse des ODD, le score était ressorti de manière très favorable pour ces leviers-là. Est-ce qu'on peut apporter davantage d'éléments sur la place de la sobriété et de l'efficacité dans les trajectoires du GIEC et dans les scénarios étudiés par le GIEC? Est-ce qu'il y a peut-être plus d'éléments que ce qu'on a pu présenter aujourd'hui, ou est-ce que c'est finalement un peu le parent pauvre de l'analyse proposée par le GIEC? Je pense qu'effectivement, ça reste le parent pauvre des scénarios examinés par le GIEC, hein, et donc aussi de l'approche réalisée par les scénaristes, hein. On reste quand même encore beaucoup sur des scénarios qui s'intéressent principalement à l'offre. Même si ce qu'on appelle la demande, hein, donc nous, ce qu'on qualifie de politique de sobriété et d'efficacité, sont de plus en plus présents chez les prospectivistes, hein, quand même, on hérite de plusieurs décennies où la prospective en matière d'énergie consistait à regarder comment est-ce qu'on allait satisfaire une offre croissante. Bon. Donc l'intégration des politiques de sobriété et d'efficacité aujourd'hui dans les prospectives est de plus en plus importante, mais le stock d'articles qui traite de ces questions aujourd'hui est sans doute pas suffisant à notre goût pour pouvoir avoir le même niveau de détail sur l'efficacité et la sobriété que ce qu'on a aujourd'hui sur les moyens de production. On a la même chose d'ailleurs côté agriculture et consommation agricole, hein. Dans le rapport sur les terres, il y a beaucoup de choses qui sont il y a beaucoup de publications qui sont utilisées, mais on n'a pas vraiment de vision, de scénario à l'échelle mondiale sur ça serait quoi le régime alimentaire moyen en fonction des différentes régions, des habitudes alimentaires actuelles, comment ils pourraient s'orienter vers des régimes plus soutenables, etc. On n'a pas vraiment de scénario un peu conclusif, hein, même qui présente différentes variantes, hein, mais qui fassent l'intégration de tout ça. Donc le côté demande, il est quand même encore le parent pauvre, ça reste le parent pauvre aujourd'hui de la prospective. Deux commentaires additionnels. Le premier, c'est qu'on ne l'a pas montré là, mais dans le GIEC décrit aussi dans son rapport les grands déterminants macroéconomiques tels qu'ils sont décrits par les 90 trajectoires considérées. Et c'est par exemple frappant de constater qu'aucune de ces 90 trajectoires ne se place dans une perspective de décroissance du PIB à l'échelle mondiale. Et par ailleurs, le deuxième commentaire, c'est que le GIEC, effectivement, même si il dispose d'assez peu de matière à travers les scénarios qu'il a pu étudier pour le faire, insiste beaucoup dans son rapport sur l'importance d'une action sur la demande. Elle est au cœur de la trajectoire P1 et dans une large mesure aussi de la trajectoire P2. Et il insiste sur l'importance de cette option, y compris pour pouvoir faire effectivement des choix du côté de l'offre qui vont dans le sens d'une offre réellement décarbonée. Donc il ressort assez clairement, même si on n'a pas mis le focus là-dessus, du rapport du GIEC, que c'est vraiment le premier levier d'action à mobiliser pour autoriser des choix par ailleurs. Merci. Alors, on a on a un certain nombre de questions liées à la variabilité de la production renouvelable et du coup, au fait, à l'impossibilité d'avoir un mix énergétique ou au moins un mix électrique 100% renouvelable. Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais vu qu'il y a de nouveau des questions dans ce sens-là, est-ce que peut-être qu'on pourrait apporter un peu plus d'éléments là-dessus sur comment on peut imaginer un système électrique 100% renouvelable? Marc, peut-être? Oui, alors c'est pas le sujet de la présentation, mais Negawatt, on a beaucoup parlé dans ses présentations précédentes et vous pouvez les voir sur le site internet, vous aurez des éléments. En gros, ça passe. Alors le mot d'intermittence, on l'aime pas bien, on aime mieux le mot variable. La variabilité est intrinsèque, mais en gros, ça passe par l'hydrogène, hein, c'est un incontournable. Après, donc qui permet de valoriser. On parle bien d'équilibre du système électrique là pour l'instant. Mais donc, cet hydrogène permet de valoriser les excédents de production
renouvelables qui seront nécessairement existants quand on aura poursuivre la courbe de charge 100% renouvelable compte tenu des fluctuations annuelles. On va avoir des puissances installées qui sont très nettement supérieures à celles des installations aujourd'hui. Par exemple, en tout cas pour la France, on a 63 gigawatts de nucléaire aujourd'hui installés en puissance nominale. On aurait 140 gigawatts de photovoltaïque et 80 d'éolien dans le scénario négawatt 2050. Donc, ça va générer des excédents qui vont être très, très importants en énergie, évidemment. Et donc, la valorisation via l'hydrogène est totalement incontournable. Et après, il y a une question sur l'usage de l'hydrogène. Est-ce que c'est en usage direct? Il y a déjà l'industrie qui est visée. Et ça, il y a urgence à décarboner l'hydrogène industriel qui est aujourd'hui totalement produit à partir de vaporeformage de gaz fossile. Et donc après, les usages, mobilité ou pas, etc. Et puis, il y a la brique supplémentaire avec l'hydrogène en le combinant avec du gaz carbonique via la réaction de Sabatier. On produit du méthane de synthèse qui est exactement la même molécule que le gaz fossile, sauf que celui-là est renouvelable et biogénique pour ce qui concerne le CO2, puisqu'on a dans la production de biogaz, qui est, en tout cas pour 100 MW en France, c'est chiffré très précisément. Donc, on a largement assez de CO2 d'origine biogénique pour le combiner avec l'hydrogène d'origine renouvelable pour faire un méthane de synthèse qui va être injecté dans les réseaux gaziers. Et le réseau gazier, en fait, c'est la batterie gigantesque qu'on a déjà aujourd'hui dans les pays développés, en tout cas en Europe. Les réseaux gaziers ont des capacités de stockage qui sont tout à fait importantes pour la France, et 130 TWh à mettre au regard des 400 ou 450 TWh d'électricité qu'on consomme chaque année. Et ce gaz, une fois dans les unités de stockage, peut être utilisé pour tous les usages qu'on connaît du gaz, qui sont nombreux en fait. Ça va de la cuisinière jusqu'à la mobilité. Et donc, on a de ce fait-là, non pas un système qui revient au système électrique. Effectivement, si ce gaz, on lui fait produire l'électricité, on retombe sur le rendement de Carnot, donc ce n'est pas très bon. On le fait pour compenser les manques de puissance à des instants donnés. Donc, c'est des quantités limitées, mais l'essentiel de ce gaz renouvelable dans les tuyaux va servir à d'autres usages, notamment dans la mobilité, où à l'inverse, nous, on est très, très dubitatif sur la faisabilité d'un système de mobilité 100% électrique. Bien sûr, l'électricité aura toute sa place pour remplacer le pétrole dans les réservoirs des camions et des voitures, mais probablement pas un monopole comme le pétrole l'a aujourd'hui. Et c'est donc bien un mix électrique gazier, notamment pour cet usage qui est quand même le plus compliqué à substituer. Le pétrole est très majoritaire dans ce domaine-là, qui est la mobilité. Donc, là encore, on retombe sur la vision systémique qui manque beaucoup à beaucoup de travaux et que nous, on essaye de porter. Et pour finir sur ce point-là, ce sont des solutions qu'on avait imaginées, identifiées et mises en œuvre dans notre scénario dès 2011. À l'époque, c'était très exotique. Aujourd'hui, il y a des preuves de concept et des démonstrateurs qui existent en Europe et dans le monde entier. Et RTE ou l'ADEME, par exemple, dans leurs travaux de scénarisation 2050, vont vers ces technologies-là, qui ne sont pas du tout des technologies de rupture. C'est l'assemblage de briques existantes d'une manière intelligente, de tout point de vue, pour résoudre les problèmes de stockage. Et au-delà du stockage, il y a aussi des solutions pour ce qu'on appelle les services systèmes, la stabilité intrinsèque du réseau, qui sont aujourd'hui aussi identifiés. Et je parlais de HERT tout à l'heure. En fait, ce sont les onduleurs, ce qu'on appelle l'électronique de puissance, c'est-à-dire les machines qui permettent de transformer le courant produit par l'éolien ou le PV pour le rendre compatible totalement et propre, on va dire, pour être injecté dans le réseau. Eh bien, ces machines-là peuvent être pilotées avec un contrôle commande un peu différent de celui d'aujourd'hui, non pas pour suivre le réseau, mais pour construire le réseau. Ça s'appelle le grid forming. Donc voilà, c'est des technologies aujourd'hui qui sont existantes. Donc on ne va pas appuyer sur un bouton, ça ne va pas marcher du premier coup, mais on sait aujourd'hui de manière à peu près certaine vers quelle voie se tourner. Et ces voies, coup de chance, on va dire, sont déjà prouvées existantes d'un point de vue industriel. Juste pour compléter, nous, on a simplement analysé les travaux du GIEC qui a trouvé aussi dans le stock d'études des scénarios avec du 100% électricité d'origine renouvelable. Donc, il y a eu des universités qui ont travaillé sur des visions avec un système qui repose exclusivement sur l'eau, le soleil et le vent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des scénarios avec lesquels on est complètement en phase parce que
nous, de notre point de vue, des systèmes tout électriques, c'est bien ce qu'a montré Yves, hein, la vitesse de déploiement des solutions électriques est quand même extrêmement ambitieuse, hein, d'où l'importance pour nous de garder un socle biomasse pour un certain nombre d'usages, hein, donc là où l'électricité est la moins pertinente, entre autres dans les transports des poids lourds aujourd'hui, etc. Et tout ça en combinaison avec le réseau électrique, comme l'a bien expliqué Marc. Merci. Je vois qu'on a dépassé déjà le temps prévu pour le webinaire. Peut-être une toute dernière question que je vais prendre. Pourquoi, selon nous, est-ce que le nucléaire, la capacité de production du nucléaire stagne depuis déjà un certain nombre d'années, alors que pour certains, c'est un levier finalement pour réduire ce dérèglement climatique? Yves, peut-être? Oui, alors là encore, vaste question, mais d'une phrase très simple, hein, le nucléaire a tout simplement perdu au cours des années la bataille de la compétitivité bas carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nucléaire est plus cher pour des nouveaux moyens de production, hein, plus cher que les énergies renouvelables, et il est également beaucoup plus risqué pour des investisseurs. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de projet nucléaire, même si c'est une technologie vieille quand même de pas mal de décennies maintenant. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de projet nucléaire qui se soit développé à son terme sans des subventions directes ou indirectes ou une régulation de marché lui donnant un avantage compétitif. Donc, c'est un trait caractéristique du nucléaire qui s'est accentué ces dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs, tout simplement, ne vont pas vers cette technologie. Et l'argument climatique qui fonctionne sous l'angle du fait que la production nucléaire, effectivement, est décarbonée, en fait, ne joue pas réellement pour le nucléaire dans ce domaine, puisque face à l'urgence climatique et à la nécessité d'investir de la façon la plus efficace en termes d'émissions évitées et de délais dans lesquels ces émissions sont évitées, d'investir de la façon la plus efficace ces euros ou ces dollars, eh bien là aussi l'avantage va aux énergies renouvelables. Donc tous ces sujets, plus évidemment les problèmes d'acceptabilité du nucléaire liés aux accidents, liés à l'accumulation de déchets radioactifs et aux oppositions d'opinion publique sur ces points, expliquent pourquoi le nucléaire stagne aujourd'hui. Et à notre sens, et c'est aussi le sens de l'analyse que j'ai présentée tout à l'heure, est appelé, si ce n'est à stagner, au moins à ne pas se développer au niveau envisagé dans les trajectoires, d'autant plus que le fait que le parc vieillisse va plutôt dans le sens aujourd'hui, si on fait le bilan des nouveaux réacteurs en construction versus les fermetures prévisibles de parcs vieillissants, va plutôt dans le sens en fait d'un déclin de la capacité nucléaire mondiale dans les prochaines décennies. Merci beaucoup Yves, Christian et Marc pour vos interventions et vos réponses aux questions posées. Et puis un grand merci à tous les participants. Vous avez été plus de 400 à nous rejoindre pour ce webinaire. Donc j'ai indiqué par écrit en réponse à certaines questions, mais le support de présentation sera disponible sur notre site internet. Vous trouverez aussi une note d'analyse. On travaille sur une nouvelle version qui sera finalisée prochainement, mais vous avez déjà une première version disponible sur le site internet de Negawatt. Merci pour toutes vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes, mais n'hésitez pas à nous les reposer par mail si besoin à l'adresse contact@negawatt.org. Et puis, si vous appréciez les travaux de Negawatt, n'hésitez pas à nous soutenir en devenant adhérent de Negawatt. Merci à tous. Bonne journée. Merci.